Et oui, encore une fois, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, votre Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, je passe au café en courant. Je suis dans le jus avec le lancement de bonstock.québec. Pour les curieuses, je l'ai mis en ligne, en fait, mais juste pour corriger les derniers bugs avant de l'annoncer à tout le monde. Mais entre nous, ici sur Top Pot, vous savez tout. Donc, les curieuses pourront dès maintenant aller voir à quoi ressemble www.bonstock.québec. Alors, on revient à notre sujet du jour. Comment dit-on munchies en français? Mon dictionnaire me propose fringale. Pour moi, le mot fringale appartient au vocabulaire du cyclisme. Quand un athlète oublie de se nourrir, soudainement, son moteur stoppe et les coureurs appellent ça avoir une fringale. J'ai bien vu les mots grignotage et grignotine, mais ils sont trop doux. Alors on va utiliser le mot fringale, qui est assez violent en cyclisme. Alors les munchies surviennent après la consommation de cannabis. Et les munchies, en général, ce n'est pas une envie de raisin de Corinthe ou de pomme ou de je ne sais pas quoi de santé. Non, la fringale, c'est le goût de manger de la crème glacée, des chips, des frites, du maïs soufflé, que des aliments à forte densité calorifique. Alors, pour la chimiothérapie qui enlève l'appétit, au minimum, la fringale provoquée par le cannabis est une excellente nouvelle, quoi. Pour le reste de la planète, cette fringale peut amuser tant que l'on rentre dans ses pantalons. Mais la question que je nous pose ce matin n'est pas « Avez-vous engraissé depuis le début de la légalisation ?» Je laisse ça aux études sur les méfaits qu'aime bien subventionner le gouvernement du Québec. La vraie question, celle qui m'intéresse, est d'une autre nature. Pourquoi le cannabis ouvre-t-il si férocement l'appétit? Évidemment, si vous consommez depuis longtemps, vous avez déjà eu le temps d'apprivoiser le monstre de la fringale. En fait, fumer vous coupe peut-être l'appétit. C'est un phénomène connu, mais c'est une saga pour une autre fois. OK, vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot sans invité, je prends le temps de me commander un café. Une seconde. Hé, MJ! Ouais! Ah, OK, je savais pas. Mon habituel, s'il te plaît. OK, de retour. Alors, d'où vient-elle cette fringale post-cannabistique? Il y a la piste du super-héros, évidemment. Un super-héros court plus vite, frappe plus fort et a des meilleurs réflexes que le citoyen lambda. Et si je vous disais qu'une personne qui fume pourrait, momentanément, décupler le pouvoir de son nez? Comment? On sait que chez les souris, le THC envahit les récepteurs du bulbe olfactif du cerveau. La première conséquence, cela permettrait d'augmenter la capacité des souris à sentir la nourriture dans un premier temps, ce qui les inciterait à manger davantage. Donc, l'humain augmenté, le super-héros, augmenté comme un surhomme, par sa consommation de THC, serait potentiellement capable de humer, de sentir plus que lorsqu'il est à jeun de THC. Je ne sais pas d'ailleurs quel est l'effet de l'alcool sur notre système olfactif. Mais si notre cerveau produit des cannabinoïdes, le THC exogène, celui qu'on consomme plus ou moins modérément, eh bien, il va aller jouer dans le système endocannabinoïde, le SEC, entre nous. Et comme le SEC participe au contrôle des émotions, au contrôle de la douleur, de l'appétit, il serait normal que le THC modifie notre relation avec l'appétit. Dans certaines recherches, des souris exposées à des huiles de banane et d'amande ont initialement démontré de la curiosité. Puis, les souris se sont désintéressées des produits qui n'avaient plus l'effet de nouveauté ou plus assez d'effet de nouveauté pour les stimuler. Évidemment, on a ensuite administré aux mêmes souris du THC. La période de reniflement fut beaucoup plus longue et les souris ont mangé plus de nourriture, signe d'un appétit plus fort. Juste une seconde. Et merci, MJ. Oh, c'est bon. OK. Bien crinqué. Toujours au répondeur au café. Je disais quoi?
On parlait des souris du THC de leur appétit, oui. OK, tout semble clair et l'expérience aurait pu s'arrêter là. Mais non, les chercheurs ont modifié certaines souris en enlevant dans leur cerveau les récepteurs cannabinoïdes situés précisément dans leur bulbe olfactif. Et vous devinez tout seul la suite, j'en suis sûr. On a administré du THC aux souris avec un cerveau modifié et leur comportement fut le même que celui des souris normales sans l'effet du THC. Leur intérêt pour les odeurs était faible et leur appétit n'a pas augmenté. OK, on n'est pas des souris, mais en toute logique, la piste de la sensibilité exacerbée aux odeurs, comme effet du THC, me semble plausible. Est-ce que cela explique tout le phénomène de la fringale? Trop tôt pour l'affirmer. Pourquoi? C'est qu'il y a d'autres pistes, celle des noyaux accumbens, par exemple. Je ne suis même pas sûr de la façon dont il faut prononcer accumbens. J'ai fait des recherches pour trouver et j'ai trouvé des variations de prononciation. Ça s'écrit A-C-C-U-M-B-E-N-S. Il s'agit d'un ensemble de neurones qui joueraient un rôle important dans ce qui nous définit comme humains. Pourquoi je dis ça? Eh bien, ces neurones s'occupent du système de récompense chez l'humain. On peut penser, par exemple, à la jouissance de l'éjaculation. C'est un système de récompense poussant l'humain à se reproduire. Les noyaux accumbens ont également une importance sur l'accoutumance, sur le rire, sur le plaisir, la peur et même sur l'effet placebo. Oui, évidemment, le système de récompense est nécessaire à notre survie. Pourquoi? C'est lui qui motive et qui préserve notre survie comme humain. Le ou les noyaux accumbens génèrent aussi la dopamine, chose que j'ignorais. Un TDAH indiquerait aussi son mauvais fonctionnement. Et comme si cela ne suffisait pas, le THC interagit également sur les récepteurs de l'hypothalamus, ce qui aurait comme effet de relâcher une hormone, l'hormone ghrelin, qui, vous l'avez deviné, qui stimule la faim. Hormone ghrelin s'écrit G-H-R-E-L-I-N-E. Voilà la complexité du sec dans toute sa splendeur. Le THC surfe sur le sec, le système endocannabinoïde, dont la finalité est de régir nos sens. Le THC agirait donc sur nos sens en imitant les symptômes de la faim. Et que se passerait-il si on forçait les souris à jeûner pour mieux observer la quantité de cannabinoïdes endogènes ou naturels qui circulent dans leur lobe olfactif? C'est comme pour les humains. Une souris qui a faim est plus sensible aux odeurs des aliments. Alors, les souris auxquelles on a enlevé les récepteurs dans les bulbes olfactifs, chez elles, il n'y a pas d'augmentation du reniflage et même pas d'appétit, alors qu'elles auraient dû techniquement être affamées. Dans cette théorie, le THC provoquerait les munchies en disant à notre cerveau ce que notre ventre ignore. « Ah ouais, mange! » Est-ce que nous savons maintenant tous des effets du cannabis sur l'appétit? Absolument pas, car le THC, je l'ai dit plus tôt, rapidement, pourrait aussi provoquer l'inverse d'une prise de poids indésirable. Et oui, les consommateurs de cannabis mangent plus, mais leur poids est inférieur à la moyenne de la population générale. Ah, les coquins! Il y aurait aussi moins d'obèses chez les consommateurs de cannabis que dans la population générale. Certains chercheurs avancent que le CBD pourrait supprimer l'appétit. Peut-être parce que d'autres études ont démontré que des souris auxquelles on a administré du THC subissent un changement dans leur système intestinal. Et c'est quoi, Luc, la relation avec le CBD? Eh bien, le CBD calmerait le tube digestif et le système nerveux d'une personne ou d'une souris. Le CBD réduirait ainsi les nausées et donnerait envie de manger. On sait aussi que le CBD est un analgésique. Et on sait aussi pertinemment qu'une diminution de la douleur stimulerait l'appétit. Oui, On le sait, en général, les gens malades mangent moins et c'est un réflexe naturel, ils mangent moins pour concentrer leur énergie sur la guérison plutôt que sur la digestion.
Il ne s'agit pas d'un raisonnement mental, c'est une intuition du corps qui dicte l'action à la personne. Il y a d'autres mécanismes qui pourraient intervenir dans cette absence de prise de poids. Il y a par exemple d'autres récepteurs, les PPAR, qui participent à la gestion des tissus adipeux, du gras dans le corps. Le cannabis pourrait ainsi agir sur ces récepteurs. C'est la première fois que j'entendais parler des récepteurs PPAR. Comprendre et contrôler les effets du cannabis sur la faim est une solution commerciale qui va rendre son inventeur, je crois, multimilliardaire, car les gens pensent beaucoup plus à être minces à tous les jours qu'à faire l'amour. Ce que je comprends également est que la méthode de consommation du cannabis peut avoir un impact sur la fringale. Si tu veux prendre du poids parce que tu en perds trop à cause d'une chimiothérapie, par exemple, eh bien, les suppositoires de THC sont plus efficaces. Pourquoi? Cela serait dû aux variations de puissance et à la vitesse d'absorption dans le corps. Les résultats des recherches sont souvent contradictoires. C'est normal et c'est peut-être même très bien ainsi. Il faut, par contre, comprendre que les études observationnelles transversales sont les moins précises parce que, entre autres, il s'agit d'études où les sujets autodéclarent leur consommation. Alors, il suffit de penser aux sondages politiques pour comprendre les écarts entre les intentions, la réalité et les mensonges. Dans de nombreuses recherches, le cannabis a été associé à des prises de poids, mais aussi à l'inverse, comme un tour de taille plus petit, un indice de masse corporelle plus faible, ainsi qu'une prévalence moins forte à l'obésité. On en a déjà touché un mot. Finalement, j'ai trouvé une autre cause, et c'est peut-être ma trouvaille de la semaine, une autre cause dont on parle moins souvent, car elle se situe à l'extérieur de la salle à manger et plutôt dans la chambre à coucher. Ah non, allez, Luc. Et là, je vous livre texto la conclusion de ma lecture. La privation de sommeil a des effets marqués sur la prise alimentaire, déplaçant les choix alimentaires vers des options à forte densité énergétique. Nous testons ici l'hypothèse selon laquelle le traitement neuronal dans les circuits olfactifs centraux, en tandem avec le sec, joue un rôle clé dans les médiations de cette relation. Nous avons combiné un protocole de privation partielle de sommeil, une neuroimagerie olfactive basée sur des motifs et un apport alimentaire sans restriction pour tester comment les mécanismes olfactifs centraux modifient l'apport alimentaire après une privation de sommeil. Nous avons constaté que la privation de sommeil augmentait les niveaux d'un composé du sec, renforçait l'encodage des odeurs alimentaires dans le cortex et orientait les choix alimentaires vers des aliments à forte densité énergétique. Ces résultats décrivent une voie neurobiologique potentielle par laquelle des changements dépendants de l'état du sec pourraient ou peuvent moduler le traitement chimiosensoriel pour réguler les choix alimentaires. Fin de la citation. Si je devais résumer le résumé de l'étude, je dirais que l'effet global des cannabinoïdes sur l'alimentation semble être déterminé par des effets pré- et post-synaptiques qui peuvent être indépendants les uns des autres, et c'est leur synchronisation temporelle qui entraîne les changements comportementaux globaux. Il est quelle heure, là? Oh, c'est l'heure. Juste un instant. Et MJ? Ouais, merci beaucoup. Ouais, je suis pressé aujourd'hui. C'est bon. Bye. OK, je me ramasse. On sait aussi, d'autres études l'ont prouvé, que le pot réduit les inhibitions. J'ai déjà parlé de la dopamine, mais je n'avais jamais pensé à certaines conséquences comme celle où il y a une perte de contrôle de l'image de soi. La mort du cinéaste Jean-Luc Godard m'a fait penser au film La Grande Bouffe avec Michel Piccoli. Non, ce n'est pas un film de Godard. Mais Piccoli joue dans le film le plus célèbre de Godard avec Brigitte Bardot, Le Mépris, si je ne me trompe pas, film dans lequel Bardot lui demande à Piccoli, toute nue étendue sur un lit, s'il aime ses fesses. Sa réponse est positive. Alors, le thème du film La Grande Bouffe est une orgie de bouffe, littéralement. Donc, manger jusqu'à se rendre malade est facile. Ce sont certaines inhibitions qui nous retiennent de procéder ainsi à tous les jours. Les pressions sociales, par exemple, ou le simple fait de pouvoir se dire
comme notre maman nous le disait peut-être quand on était petit. Donc le fait de pouvoir se dire que 3 bols de crème glacée, eh bien ça suffit. Je pensais terminer l'épisode en expliquant comment l'effet global des cannabinoïdes sur l'alimentation semble être déterminé par des effets pré- et post-synaptiques qui peuvent être indépendants les uns des autres, et c'est leur synchronisation temporelle qui entraîne des changements comportementaux globaux. J'en ai déjà touché un mot avant. Mais bien vous expliquer ça est un peu au-dessus de mes forces aujourd'hui. J'ai compris plein de nouvelles choses aujourd'hui, mais je ne saurais pas vous expliquer comment l'élément présynaptique renferme la machinerie nécessaire à la synthèse, au stockage, à la libération et à l'inactivation des neurotransmetteurs. L'élément post-synaptique, spécialisé dans la réception des messages, renferme dans sa membrane plasmique les protéines réceptrices du neurotransmetteur. La transmission synaptique est unidirectionnelle, polarisée. Elle n'a lieu que dans l'élément présynaptique qui contient le neurotransmetteur vers l'élément post-synaptique à la surface duquel se trouvent les récepteurs du neurotransmetteur. Non, pas aujourd'hui. Mais j'ai progressé, donc j'ai appris plein de nouvelles choses. Je ne demande pas mieux, c'est un privilège, je dirais, d'avoir cette chance. Non, aujourd'hui, je préfère conclure l'épisode avec un fait divers qui avait marqué mon cerveau le premier jour de la légalisation en 2018. Imaginez, on est à Edmonton et il y a une énorme file de gens qui attendent de pouvoir faire leur premier achat dans une boutique légale. Elina Childs est une jeune fille atteinte de fibrose kystique qui est dans le mouvement des guides. Vous savez, c'est l'équivalent des scouts pour les jeunes femmes ou jeunes filles. Chaque année, pour lever des fonds, les guides vendent des grignotines. Quand elle a vu la file d'attente de consommateurs de cannabis, Elina s'est dit « Tiens. » Alors, accompagnée de son papa, elle a vendu en moins de 45 minutes tous ses produits aux gens dans la file d'attente. Oh, il y a peu de science dans cette histoire. Mais quelle intuition, hein? Et voilà, c'était le 118e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.